Blanc-Barbier, bonjour. Vous êtes avocate, donc barreau de Clermont-Ferrand. C'est cela. Alors, on est heureux évidemment de vous accueillir sur Actu Médiation. Merci beaucoup pour avoir accepté Merci de votre invitation. Voilà, l'avocat est décrit comme un partenaire naturel du médiateur. Alors, quelle peut être sa place? Comment vous voyez les choses en médiation? Oui, tout à fait. Pour ma part, je pense que chacun a sa place dans le processus, qu'il y ait un juge au départ ou qu'il n'y en ait pas d'ailleurs, par une décision de justice. Et je pense que l'avocat doit être le partenaire de la médiation, pour ma part, à deux égards. Premièrement, en accompagnant vers la médiation quand une décision de justice a été rendue, mais pas en intervenant dans la médiation, que les choses soient très claires à mes yeux. Et puis ensuite, d'avoir justement, à mon sens aussi, la hauteur vis-à-vis d'une situation et le recul vis-à-vis d'une situation pour, à un moment donné, diriger les gens vers une médiation avant même toute procédure. D'accord. Alors justement, cette direction vers une médiation, est-ce qu'elle se fait en fonction de la nature des dossiers? Est-ce que c'est le profil du justiciable? Qu'est-ce qui va faire que l'avocat, comme vous l'êtes, va se diriger? Ouais. Alors, je pense, là encore, peut-être l'expérience professionnelle fait qu'il y a des types de dossiers, oui. C'est une évidence qui relève dans certaines situations particulièrement de la médiation. Et puis je pense qu'il ne faut pas être des ayatollahs de la médiation dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir aller à la médiation à tout prix ou la refuser à tout prix. Il y a des moments où la médiation arrive parce qu'on parlait de temporalité, c'est ça. Elle arrive au bon moment. Il y a des moments où on n'est pas dans l'instantanéité de la médiation, mais il faut savoir que ça existe et se dire je me réserve le moment venu d'amener justement mes clients vers la médiation. Je dis souvent que je passe énormément de temps dans la réception des clients. Je pense qu'ils ont besoin d'être entendus. Souvent, ils n'ont pas été entendus jusqu'à présent, en fortiori quand on est dans les affaires familiales. Il faut leur laisser le temps de vider leur valise dans nos bureaux, c'est indispensable. Et puis, ils ont besoin souvent d'aller la vider chez un vrai professionnel, dans un espace de neutralité où l'avocat justement doit totalement sortir de cet espace pour que la neutralité joue dans sa globalité et qu'on ne puisse pas, nous avocats, nous servir de la confidentialité qui relève du domaine de la médiation pour intervenir ultérieurement dans les procédures. Oui, alors je vais rebondir sur la question de la confidentialité. On dit souvent que l'espace de médiation est verrouillé. Alors, est-ce que vous pouvez, en tant qu'avocate, nous le confirmer? Alors, il y a deux choses. Soit on parle de médiation familiale, soit on parle de la médiation et des modes alternatifs, de médiation dans tous les domaines du droit. Je pense que dans le domaine de la médiation familiale, c'est le domaine de vraiment, pour moi, avocat, de la confidentialité par excellence. Si j'envoie des gens vers la médiation, c'est justement parce que je veux que les deux parties puissent s'exprimer de manière neutre sans que les avocats puissent à un moment donné se servir des propos qui ont pu être tenus, qui sont forts souvent, qui sont dans la violence, mais parce qu'ils ont besoin d'exprimer cette violence. Et cette violence, il faut qu'ils l'expriment chez le médiateur et pas devant le juge. Pour que justement les tensions puissent être vraiment totalement exprimé dans cet espace de neutralité et qu'on amène devant le juge que, peut-être pas forcément des solutions, autant que faire se peut, c'est le but des solutions, mais en tout cas qu'il n'y ait plus la violence des propos quand on vient devant le juge. Alors il y a des dossiers où la violence des propos, on l'aura toujours. 10 ans après, on sera passé par la Cour de cassation, on reviendra en première instance, on aura des tensions. Mais disons que, en règle générale, il y a beaucoup de dossiers qui arrivent à se solutionner grâce à l'intervention d'un professionnel. Et à ce stade-là, je le dis, à l'absence de l'avocat. Je suis là pour défendre mes clients, oui. Je suis là pour les aider, oui. Je suis là pour mettre en place des solutions juridiques, oui. Mais je suis là aussi pour les amener dans des espaces où ils vont pouvoir aussi se prendre en charge eux-mêmes pour régler des problèmes. Voilà, moi c'est ma position. Je ne fais pas l'unanimité certainement de mes confrères, mais c'est la manière dont je vois la médiation. À côté de ça, si on parle d'autres types de médiation, je pense que l'avocat doit y être dans ces autres types de médiation, à un moment donné en tout cas, parce qu'il est aussi le garant du droit. C'est notre formation, nous ne sommes pas des médiateurs, nous sommes des juristes, et bien comme le juge, il ne faut pas non plus que le professionnel du droit soit totalement mis de côté au bénéfice simplement d'un accord, l'accord fut-il exceptionnel.
L'accord d'ailleurs risquerait de ne pas être homologué. Voilà, tout à fait. Mais en tout état de cause, là je pense qu'on n'accepte pas. La matière familiale est totalement différente. C'est une matière d'humain, la matière familiale. Et on ne peut pas ne pas travailler avec l'humain. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Alors est-ce que vous auriez un exemple de médiation marquante Oh, j'en ai plusieurs. On vous écoute. De médiation marquante. Alors, j'ai un dossier qui m'a marqué parce que c'était le début de la médiation. Ouais. Je vais avoir 35 ans de barreau. J'ai commencé ma carrière sans médiation. Ouais. Et je suis arrivée, donc j'ai vu les débuts de la médiation. Et c'est vrai que j'avais un regard ni pour ni contre la médiation quand ça a commencé. Le premier dossier, c'était concomitamment, vous allez le comprendre, à la fois les débuts de la médiation, mais également les débuts quand même de la résidence alternée. Oui. Et ce premier dossier qui est parti en médiation, j'avais une cliente qui était opposée à tout craint à une résidence alternée qui était voulue par le père, qui ne m'apparaissait pas, je le reconnais, en le voyant de manière neutre, totalement irraisonnable. Si ce n'est qu'il semblait, des débats que j'avais eu avec ma cliente, que certains des enfants, puisqu'il y en avait 4 dans cette fratrie, certains étaient tout à fait partants pour le principe d'une certaine alternance, alors que d'autres étaient beaucoup plus jeunes et ne voyaient que maman dans la séparation. Donc j'étais assez embêtée, je l'avoue, à ce niveau-là, au niveau du magistrat, et le magistrat a ordonné cette médiation. Au préalable, par contre, le magistrat avait maintenu une résidence chez la mère temporairement en disant « la médiation permettra d'avancer ». Et j'ai été bluffée, je le reconnais, de voir que la médiation avait permis, alors que ma cliente était d'une opposition absolue, avait permis d'amener par la discussion, les enfants avaient participé, je crois, à la 4e ou 5e séance. Chacun avait pu dire ce qu'il souhaitait et ils étaient parvenus à la mise en place de la résidence alternée. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était de voir que la résidence alternée avait été mise en place sur une durée de, on va peut-être se rappeler, de 3-4 ans. Et j'ai vu cette cliente revenir dans mon bureau, quelques années après, en me disant voilà, nous sommes repartis en médiation avec mon mari. L'aîné, qui lui, par contre, était devenu lycéen, ne voulait plus de la médiation, de la résidence alternée, parce qu'il trouvait que ce n'était plus du tout adapté à son rythme d'ado ou de lycéen, parce que compliqué, il voulait être chez l'un ou chez l'autre, il s'en fichait pertinemment d'ailleurs, mais il voulait se poser la semaine, toujours au même endroit. Et les parents eux-mêmes étaient repartis en médiation tout seuls, étaient arrivés à trouver de nouveaux accords et revenaient me voir pour remettre en place devant le juge les accords sur le plan juridique, les formaliser pour les amener devant le juge. Et je me suis dit, c'est ça la médiation. C'est finalement amener chacun, à un moment donné, respecter ce qu'il a envie de dire, respecter sa parole, et qu'il puisse exprimer le pourquoi il est dans cette position actuelle, l'amener à comprendre quel est l'intérêt de l'enfant. Le médiateur doit être neutre, ce qui est la plus grande, à mon sens, la plus grande difficulté que vous avez. Moi, je n'ai pas à être neutre. Vous devez être neutre. Félicitations, je ne saurais pas faire, c'est comme un juge, je ne saurais pas faire. Et je trouve que c'est ce qui est bien, c'est de savoir écouter chacun, de les amener chacun à formaliser vraiment leur ressenti et la raison pour laquelle ils sont dans cette position, leur faire comprendre qu'on peut aussi évoluer, écouter l'autre, savoir écouter l'autre, savoir écouter les besoins des enfants. Et puis ensuite, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais je trouve que c'était assez flagrant de dire eux-mêmes, ils étaient arrivés à s'approprier la médiation. Et ça, je m'étais dit, ça, c'est intéressant, notre médiation. Merci pour cet exemple. Oui, parce qu'il était, en plus, je vous dis, c'était les débuts de la médiation et les débuts de la résidence alternée. Après, il y a des médiations, c'est vrai que j'ai des dossiers qui, pour moi, j'ai presque envie de dire, tous sont intéressants, mais où j'ai, avant même, je dis que je suis un prescripteur de médiation, ce qui peut choquer, parce que tout le monde dit c'est le juge, je dis non, moi je peux être prescripteur de médiation, parce que justement j'ai des gens, ou individuellement, l'un ou l'autre, des époux, des compagnons, peu importe, qui viennent me voir, ou des familles, et je dis on va commencer par la phase médiation, parce que vous allez trouver. C'est pas moi qui vais imposer une pension alimentaire, c'est pas moi qui vais imposer un mode de résidence. Par contre, vous avez besoin d'un lieu de neutralité pour parler. Je pense que vous êtes aussi bien placé que moi pour le dire. Ils arrivent dans nos bureaux, ils n'ont pas parlé entre eux. Ils sont arrivés à un stade du conflit où ils ne sont plus capables ni de se parler, mais surtout de s'écouter et d'accepter la parole de l'autre. Mon bureau, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aussi un autre professionnel. Moi, je suis professionnel du droit, mais je pense qu'il faut aussi un autre professionnel pour leur permettre de s'exprimer et permettre justement que l'autre s'exprime avec l'écoute de l'autre. Et ça, c'est votre rôle de médiateur. Bien sûr. Donc,
Oui, ce sont des dossiers, je trouve qu'en tant que prescripteur, on se dit on fait du bon boulot. Enfin, moi j'ai le sentiment de me dire, à un moment donné, je fais du bon boulot parce qu'ils reviennent. Alors tous les problèmes ne sont pas résolus, loin s'en faut, mais ceux qui sont résolus, c'est déjà une avancée pour permettre aux gens de devenir des parents. Et ils ont réussi dans leur mariage, puis ils ont malheureusement échoué, qui, comme ils disent souvent, je vais essayer de réussir mon divorce. Et puis réussissez surtout à devenir les grands-parents de vos propres enfants de manière sereine et équilibrée. Bien sûr. Alors, du coup, quand on regarde les textes récents, on tombe inévitablement sur le décret du 11 mars 2015, que certains médiateurs ont vu arriver avec un grand sourire, en se disant que cela a donné peut-être de l'impulsion, une nouvelle dynamique. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ce texte change pour l'avocat, pour le justiciable, pour le médiateur? Alors, le texte de mars 2015, là on sort de la médiation familiale et on va parler de la médiation et des modes alternatifs de règlement des litiges de manière beaucoup plus générale. Alors, je vais mettre un bémol et vous allez comprendre pourquoi. Je suis, entre guillemets, j'ai envie de dire pro-médiation dans le principe. Oui. Ce que je crains par contre, c'est que par le biais de ce décret, on tente de déjudiciariser de manière beaucoup plus générale la matière juridique pour des raisons bassement financières et économiques. La justice, c'est à l'heure actuelle ne pas le rendre pauvre dans les ministères, on s'en rend compte. On manque de magistrats, clairement, en est le reflet, le ressort de la Cour en est le reflet. Et finalement, trouver des partenaires privés pour faire le boulot des magistrats, c'est parfait. Donc mon bémol, c'est celui-là. C'est de dire, la médiation, il faut, et c'est très bien que notre système ait pu l'intégrer dans les modes de règlement des litiges. Je ne l'ai pas connu au début de ma carrière, je connais à l'heure actuelle, je vais finir ma carrière professionnelle avec cette médiation et je trouve ça très bien, notamment dans le domaine, pour moi, du droit de la famille, où je pense qu'il faut savoir apaiser les relations des personnes. Donc je pense que c'est quelque chose d'éminemment positif pour le règlement des litiges. Par contre, pas en faire de manière doctrinaire une solution à tous les litiges. Voilà. Bien sûr. On a certaines limites qui sont posées, eu égard la nature du litige ou la personnalité ou le profil des métiers. Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que l'idéal serait de dire le mode alternatif doit effectivement être mis en place, mais qu'on laisse peut-être le professionnel du droit dire lui-même, ce dossier peut y aller, ce dossier ne peut pas y aller. Après, c'est le problème de la relativité. Est-ce que les gens joueront le jeu? Est-ce qu'ils auront la compétence? Pas plus moi que les autres, soyons réalistes. Mais il faudrait que nous, avocats, nous soyons justement, qu'on nous fasse confiance dans nos exercices professionnels pour dire ils sont capables de savoir les dossiers qui peuvent aller justement vers un mode de solution amiable des litiges et ceux qui malheureusement relèvent de la compétence du judiciaire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà.